Sunoi était l'orphelin le plus seul au monde, mais il se retrouve coincé avec sa crush dans un monde post-apocalyptique et tout change. Maru est un jeune moche dans un Japon post-apocalyptique. C'est un tel raté qu'il a une garde du corps nommée Kiruko pour le protéger, et elle refuse de coucher avec lui même s'il est l'un des derniers mecs du coin. Ils ont pour mission d'explorer les rues désertes de ce qui était autrefois le Japon pour trouver un endroit appelé le paradis. Un jour, ils s'introduisent dans une maison abandonnée qui s'avère être super luxueuse et pleine de provisions. Maru envoie Kiruko à la cuisine, sa place, pour lui préparer à manger. Elle décide d'utiliser les mauvaises herbes du jardin pour cuisiner, mais c'est juste amer au lieu de le faire planer. Pourtant, il se force à finir son assiette parce qu'il avale tout, il ne recrache rien. Plus tard, il décide de passer la nuit dans la maison quand il remarque qu'elle fixe une photo de deux mecs bien plus beaux que lui, ce qui le rend super jaloux. Elle le convainc que l'un d'eux est quelqu'un qu'elle cherche et l'autre juste un ami, exactement ce que mon ex m'a dit avant de me quitter. Le lendemain, le duo décide de suivre les voies ferrées pour chercher d'autres gens et obtenir des infos sur leur mystérieuse destination. Ils tombent dans une embuscade tendue par de vieux moches qui se pissent dessus d'excitation en voyant deux filles après tout ce temps. Maru révèle qu'il est un mec, mais ces sales types sont tellement en manque qu'ils comptent s'entraîner sur lui pour leur futur séjour en tôle. Kiruko sort un flingue et menace de tirer comme une vraie américaine, ce qui fait reculer les hommes, mais le plus moche du groupe remarque que l'arme a l'air fausse. Elle cache l'arme, ce qui leur fait croire qu'elle ne fait que bluffer. À ce moment-là, elle hurle à Maru de courir. Elle commence aussitôt à grimper la haute clôture, poussant les hommes à foncer vers eux avec leurs armes. Le premier gars balance son pied de biche vers la tête de Maru, mais il l'esquive au dernier moment et lui met un coup dans l'entrejambe. Il attrape le bras du type et lui botte les fesses avant de grimper la clôture et de se jeter à nouveau sur le gars au pied de biche. À cet instant, Kiruko tire sur un poteau téléphonique qui fond immédiatement au point d'impact et s'écroule juste à côté des autres hommes. Elle les braque et menace d'en faire du barbecue coréen s'ils ne lui disent pas tout ce qu'ils savent sur un endroit appelé le paradis. Ils ramènent le duo dans leur abri qui était autrefois un hôpital. Kiruko est soulagé d'y trouver un générateur et leur demande de la laisser l'utiliser pour charger une batterie. Il refuse d'abord, mais accepte vite sous la menace d'une arme. Personne ne semble avoir entendu parler du paradis jusqu'à ce que le gars au casque arrive avec une carte disant qu'il connaît le paradis des tomates. Une fois la batterie chargée, Maru et Kiruko remercient les hommes et révèlent qu'elle était pour le flingue, rendant ces idiots furieux de s'être fait avoir. Ailleurs, dans un lieu inconnu, une jeune fille nommée Tokyo va à l'école où elle se prend un contrôle de maths surprise. Elle panique car elle n'a pas révisé et le prof est un robot, donc elle ne peut pas avoir de bonnes notes comme elle le fait d'habitude. Pendant qu'elle griffonne sur les questions, elle remarque un bug sur l'écran et une question bonus apparaît « Veux-tu aller au-delà de l'extérieur ?» Après l'examen, elle va voir son ami Mimihime pour lui raconter cet étrange incident. Mimihime, fan de l'attaque des titans, l'emmène vers les murs entourant leur école fermée et dit qu'elle a toujours cru qu'il y avait un tout autre monde au-delà de ces murs. Elle prétend que lorsqu'elle s'imagine explorer l'extérieur, elle voit deux personnes qui l'aident, dont l'une ressemble beaucoup à Tokyo. Plus tard, cette nuit-là, Tokyo se promène dehors car elle a du mal à dormir avec tant de pensées qui tournent dans sa tête. La directrice de l'école la trouve et lui demande ce qui ne va pas, ce à quoi Tokyo demande s'il existe un monde hors de l'école. Sachant qu'elle finira par l'apprendre, la directrice révèle qu'il existe un monde rempli d'horreurs à l'extérieur qu'ils appellent l'enfer. Pendant ce temps, Maru et Kiruko traversent la campagne déserte vers le paradis des tomates, mais Kiruko est trop épuisé pour continuer sans pause. Heureusement, ils tombent sur une auberge toujours tenue par une femme charmante. Elle accepte joyeusement de les loger pour très peu d'argent, et un jeu de piles AA qui sont très rares de nos jours. Kiruko lui montre les photos des deux hommes et demande s'ils sont passés, révélant que le plus jeune s'appelle Robin et qu'elle ignore le nom du plus vieux car elle ne pouvait l'appeler que papa. Hélas, la propriétaire ne les reconnaît pas et ne les trouve pas non plus dans son registre des clients. Après cela, ils se détendent et se rafraîchissent au calme pendant que la propriétaire leur prépare un ragoût chaud. Maru remarque un étui à fusil et l'interroge, ce à quoi elle répond qu'elle le garde car un monstre rôde dans le coin et qu'il ne devrait pas sortir la nuit. Tous deux se redressent et lui demandent si elle parle d'un dévoreur d'hommes, des créatures au visage indescriptible qui mangent les gens. Maru propose de le tuer avec leur arme, mais la propriétaire semble soudain très tendue et s'éloigne silencieusement. Plus tard, ce soir-là, elle leur sert le délicieux ragoût de sanglier qu'ils dévorent avec gratitude pendant qu'elle leur demande d'où ils viennent. Kiruko répond qu'elle est originaire de Tokyo et qu'elle n'est avec Maru que parce que son employeur l'a chargée d'être son garde du corps pendant ses voyages. Il est si fatigué qu'elle le rejette sans raison et il l'ignore plus tard cette nuit-là et éloigne son futon d'elle.
Elle essaie de savoir ce qui ne va pas, mais il dort déjà profondément. Dès qu'elle éteint les lumières, une vague de somnolence l'emporte et elle s'effondre sur son lit. Elle se réveille de son sommeil profond et voit plusieurs yeux la fixer à travers la fenêtre. Elle cherche nerveusement l'arme, mais celle-ci disparaît en un instant. Maru se réveille avec beaucoup de mal et laisse Kiruko ouvrir la marche, elle qui devine que la propriétaire a drogué leur nourriture pour les endormir. Il tombe sur elle devant l'auberge, son fusil pointé vers l'obscurité. Elle leur dit d'urgence de rentrer, mais Maru tente de la convaincre qu'ils peuvent tuer le dévoreur d'hommes pour elle. À ce moment-là, sa lampe de poche capte une ombre qui file au-dessus d'eux et atterrit derrière une voiture en panne. Après avoir perdu la trace de la bête, lui et Kiruko se tournent le dos et font le tour avec leur lampe de poche. Soudain, une lumière bleue fonce vers eux et manque de percuter Kiruko. Ils se retrouvent face à face avec un monstre ailé géant au visage en forme d'étoile. Maru lui lance un tonneau, mais celui-ci est détruit avant même d'approcher l'oiseau de cauchemar, lui faisant réaliser qu'il possède de longs membres semblables à des fouets. Elle s'éloigne du faisceau de la lampe et fonce droit sur lui. Mais Kiruko le repousse heureusement à temps. Les fouets frappent la voiture à la place, ce qui la fait exploser. Pendant que la bête récupère, Maru dit à Kiruko que le dévoreur d'hommes a 3 fouets sur chaque bras, dont ils devront se débarrasser pour qu'ils puissent l'approcher et le tuer. Alors qu'ils se disputent pour savoir qui y va en premier, car ce sont des froussards, l'oiseau en colère décide pour eux en les coinçant dans leur cachette. Il s'enfuit jusqu'à ce que Kiruko trouve un tournant où il change de direction, lui permettant de se retourner et de tirer un coup parfait avec son arme, détruisant un bras et une aile de la bête. Ensuite, Maru allume et éteint la lampe pour attirer la vilaine dinde, tandis que Kiruko se cache derrière un camion pour tenter un autre tir. Alors qu'elle s'approche lentement de lui, elle vise pour son second tir. Mais juste au moment où elle va presser la détente, la propriétaire l'attrape, lui faisant rater son coup. Elle prépare rapidement un autre tir, mais l'arme refuse de fonctionner. La propriétaire court vers la bête comme pour la protéger et leur hurle d'arrêter car la bête est son fils. Elle explique que son fils a été mangé par le monstre, mais qu'après cela, il a pris possession de son corps. Kiruko tente de la sortir de son délire, mais la propriétaire insiste sur le fait que le monstre la protège et l'a même sauvée lors d'attaques passées. À la surprise de Maru, Kiruko décide de la croire et ils regardent alors qu'elle tient doucement le visage du monstre. Pendant un instant, on dirait qu'ils se comprennent. Mais soudain, la bête déchaîne ses fouets et la découpe instantanément en morceaux. Kiruko souligne calmement que la bête ne peut balancer ses fouets que dans une seule direction, il y a donc une pause entre ses attaques. Maru est perturbée par son indifférence face à un humain dévoré, mais se tait en voyant une larme couler sur sa joue. Il l'essuie comme un chef et lui dit qu'il va le tuer maintenant. Il s'approche lentement jusqu'à ce que la bête finisse son dîner et lance son fouet vers lui. Après cela, il fonce vers elle, synchronisant ses esquives avec les intervalles entre ses attaques. Il s'agrippe fermement à l'une de ses pattes et presse sa paume contre sa chair, ce qui lui permet d'utiliser son pouvoir spécial pour envahir l'intérieur du dévoreur d'hommes et écraser sa partie vitale appelée le noyau, le tuant instantanément. Le lendemain, lui et Kiruko continuent leur voyage vers le paradis des tomates, atteignant une ville qui a été complètement inondée par des centaines de mètres d'eau lors de la grande catastrophe. Ils utilisent un radeau pour ramer vers leur destination, qui se trouve juste de l'autre côté de l'eau. Une fois de l'autre côté, ils découvrent un immense champ de culture. Mais on ne sait toujours pas si c'est le paradis qu'ils recherchent. Maru explique que sa mission est de trouver quelqu'un qui lui ressemble au paradis et de lui injecter une drogue qu'on lui a donnée, car cela aidera tout le monde. Mais il ne sait pas ce que cela signifie. Peu après, ils sont accueillis par les sympathiques habitants du coin qui les invitent à rencontrer le chef nommé Kyukizabe. Lui et sa femme prononcent le discours de bienvenue typique d'une secte ordinaire, présentant leur terre comme un refuge pour ceux qui veulent vivre simplement après la tragédie apocalyptique. Maru gobe tout, mais Kiruko reste sur ses gardes car quelque chose semble clocher dans cet endroit. Soudain, un homme s'écrie qu'il reconnaît Kiruko, affirmant qu'elle ressemble exactement à une célèbre pilote de course nommée Kiriko. Elle nie les faits comme tous ceux sur la liste d'Epstein, mais il montre à Maru la photo d'une femme qui lui ressemble trait pour trait, sauf pour les cheveux. L'homme se réjouit de savoir enfin où elle est partie après avoir tué son frère par accident lors d'une course il y a 5 ans. Ça semble toucher une corde sensible, alors Maru change vite de sujet pour le logo étrange sur une boîte, réalisant que c'est le même symbole que sur l'arme de Kiruko. Ils demandent à l'homme d'où vient la boîte, mais il dit que c'est impossible à savoir car ils traitent avec plein de marchands de tout Tokyo. Comme l'arme est liée aux origines de Maru, ils décident de découvrir le sens du logo en retournant à Tokyo par le prochain bateau. Sur le bateau, Maru a un mal de mer carabiné et finit par avouer ses sentiments à Kiruko.
Elle le rejette, expliquant que même si elle a un corps de femme, son esprit est celui d'un homme. Alors, devinez quoi, si vous l'aimiez, vous êtes gay. Elle se confie sur son passé quand elle et son petit frère Haruki vivaient dans un orphelinat tenu par le vieux docteur de la photo que tout le monde appelait Papa. Elle était une championne de cartes électriques, tandis que son frère était sous l'influence d'un certain Robin, membre d'un gang de chasseurs de dévoreurs d'hommes. Des rumeurs circulaient à l'orphelinat disant que Papa, le docteur, faisait aussi des recherches sur les monstres. Il y a 5 ans, Haruki a rejoint le gang de Robin pour une chasse où il fut inutile, mais il a fini par se prendre pour un vrai dur après ça. Un jour de course, il a repéré un dévoreur d'hommes invisible qui marchait au bout de la piste. Craignant que Kiruko ne le percute, il est allé le tuer seul avec sa petite arbalète. Sa flèche inutile n'a fait qu'énerver le monstre, qui a commencé à le dévorer lentement. Finalement, les cartes sont arrivées, et Kiruko, en tête, a stoppé la course en voyant le monstre avant de réaliser qu'il était en train de bouffer Haruki. Elle a foncé dessus avec son kart, mais elle a été projetée en l'air lors de l'impact, égratignant à peine le monstre. Elle a usé de toute sa force pour arracher les restes du corps d'Haruki de sa gueule, après quoi le monstre a abandonné et est parti. Avec seulement la moitié de son torse, ça semblait fini, mais Haruki a ouvert les yeux et a vu Kiruko le serrer fort en sanglotant. Soudain, un coup de feu a retenti et tout est devenu noir. La fois suivante où il a ouvert les yeux, il était dans le corps de sa sœur à l'hôpital. Tout le monde lui faisait croire qu'il était Kiruko et qu'Haruki était mort après l'attaque du monstre. Mais il savait qu'on lui mentait et seul celui qui l'a sauvé peut lui dire pourquoi sa sœur est morte et pourquoi il vit dans son corps. Il s'avère que c'est Papa en personne qui les a opérés et qui est apparemment parti sans dire un mot juste après. Une fois guéri et sorti de l'hôpital, il est tout de suite allé à l'orphelinat pour découvrir qu'il avait fermé. Les locaux disaient qu'une série de disparitions après l'incident du monstre avait frappé la zone et Robin aurait été assassiné. Papa était aussi introuvable, ce qui a entraîné la fermeture de l'orphelinat. Il n'a trouvé aucune preuve de la mort de Robin, alors il a cru qu'il était toujours là et qu'il était le seul à pouvoir l'aider. Dès lors, Haruki a vécu en tant que Kiruko et a fait des petits boulots partout au Japon pour retrouver Robin et Papa. 4 ans plus tard, elle a rencontré Maru et a accepté de devenir son garde du corps. Après avoir écouté son histoire, Maru lui propose son aide et lui demande s'il peut toujours l'appeler une fille, ce à quoi elle répond qu'elle s'identifie comme un hélicoptère Apache, donc n'importe quel pronom lui va. Maru est en pleine crise d'identité sexuelle quand un homme se met soudainement à hurler. Tous deux courent vers lui et voient un énorme poisson aux yeux rouges qui observe l'intérieur du navire. Kiruko lui tire dessus à bout portant, mais ça n'a aucun effet car le monstre possède une épaisse couche d'eau pour se protéger. Alors que toute personne censée s'inquiète de barricader le navire jusqu'à la côte, Kiruko pense que leur meilleure chance est de le combattre à l'intérieur. Elle se dit que le méga poisson doit avoir accès à l'eau pour créer sa combinaison aquatique et qu'il serait plus facile de l'affronter dans un labyrinthe comme l'intérieur du navire car il n'attaque qu'en ligne droite. Elle et Maru attirent la bête visqueuse à bord et s'enfoncent dans le navire en s'assurant qu'elle les suit bien. Ils esquivent de justesse un puissant jet d'eau sortant de sa gueule et l'entraînent sous le pont. Ils se retrouvent vite dans une impasse et Maru tente désespérément d'ouvrir la porte verrouillée, mais Kiruko lui dit de porter ses couilles et de se calmer. Il regarde derrière lui, incrédule, mais réalise qu'alors que le poisson approche, toute l'herbe que le navire transportait illégalement dans les caisses en bas absorbe l'eau de son revêtement, prouvant que la drogue, c'est bien. Finalement, le poisson s'assèche complètement et s'effondre, permettant à Maru d'utiliser son toucher spécial Maru et de détruire son noyau. De retour à l'école, Tokyo rencontre la bizarre de sa classe, nommée Kuku, qui a promis de lui montrer un endroit secret. Elles arrivent jusqu'à la limite du campus, à un endroit précis du mur où se trouve une bouche d'aération en hauteur. Kuku utilise ses talents d'imposteur d'Among Us pour grimper au mur et entrer dans le conduit, et Tokyo utilise l'un des Roombas futuristes pour escalader la paroi. Elle espère qu'elles vont jeter un œil dans le vestiaire des garçons, mais au lieu de ça, Kuku l'emmène dans une pièce glauque remplie de bébés aux allures d'extraterrestres. Elle essaie d'en toucher un, mais une alarme anti-intrusion se déclenche, poussant Kuku à sauter dans le conduit et à abandonner Tokyo. Elle serre les fesses très fort et reste aussi immobile que possible, ce qui finit par arrêter l'alarme. Miraculeusement, personne ne vient l'attraper, alors Kuku l'aide rapidement à remonter dans le conduit et elles retournent en courant à l'école. Le lendemain, Tokyo rend visite à son ami Tarao, qui est alité à cause d'une maladie chronique. Il essaie de jouer la carte de la pitié pour la séduire, mais elle est dégoûtée par son corps chétif et s'enfuit. Le beau gosse de l'école, Kona, la trouve en train de pleurer et lui demande ce qui ne va pas. Elle commence à raconter que ses camarades agissent bizarrement et sont en manque ces derniers temps, ce à quoi il répond que c'est une étape naturelle de la croissance et lui fait le topo.
Après l'avoir écouté, elle dit que si elle devait aimer quelqu'un, elle voudrait que ce soit lui et il répond qu'il ressent la même chose. Pendant ce temps, le rejet frappe l'incel Tarao si fort qu'il tombe dans un état critique cette nuit-là et demande aux autorités de voir Tokyo en privé. Elle se précipite dans sa chambre et une fois seule, il lui murmure qu'elle devrait s'enfuir d'ici car c'est dangereux. Le lendemain, Tarao est déclaré mort et des funérailles sont organisées pour lui sur la place. C'est le deuxième décès tragique de l'école après celui d'une fille nommée Asura qui a mis fin à ses jours pour des raisons inconnues. Pendant ce temps, le navire accoste enfin et le capitaine remercie Maru et Kiruko d'avoir vaincu le dévoreur d'hommes. Ils demandent à l'équipage s'ils reconnaissent le logo d'oiseau sur le pistolet de Kiruko, et par chance, l'un des hommes l'identifie comme étant celui d'une ville nommée Mitsuba et leur indique comment s'y rendre. Lorsqu'ils arrivent enfin, ils découvrent une ville complètement démolie et abandonnée avec un graffiti de poulet assez mal fait. Maru tire le meilleur parti de cette impasse en trouvant des paquets d'une mystérieuse nourriture sucrée appelée yokan, avec laquelle ils préparent une soupe savoureuse. Le lendemain, ils atteignent heureusement une ville où vivent de vraies personnes. Maru se rend dans une salle d'arcade pour jouer à des jeux vidéo et combler le vide dans son cœur après avoir découvert que la fille qu'il aime est en fait un garçon. Une bande de voyous le prend pour un étranger ignorant et essaie de l'embêter, mais il s'en fiche royalement et frappe directement le type qui tente de l'attraper. La lucidité lui revient et il s'excuse, mais le gars lui casse une dent d'un coup de pied, ce qui lui donne le plein droit de tous les massacrer. Kiruko arrive par hasard sur les lieux et donne quelques coups de poing juste pour le plaisir, puis il s'enfuit. Plus tard, ils ont une discussion à cœur ouvert où Maru raconte son enfance à Kiruko. Il est né l'année de la grande catastrophe et ses premiers souvenirs se passent dans un orphelinat d'une ville inconnue où il a vécu des jours relativement paisibles. Cependant, quand il a eu 7 ans, tous les enfants ont été divisés en groupes, chacun dirigé par un adulte. Après 3 ans, son chef a été tué lors d'une guerre de territoire et le chef de gang qui l'a tué les a recueillis et les a élevés comme des gangsters. Il est resté avec le gang jusqu'à ce qu'une femme nommée Mikura le recueille et lui apprenne à utiliser le toucher de Maru pour tuer des dévoreurs d'hommes pendant leur voyage. Kiruko demande si Mikura avait aussi des pouvoirs similaires, mais il affirme qu'elle lui a dit qu'il était le seul à avoir ce toucher, c'est pourquoi il doit aller au paradis. Après cela, Kiruko va au marché pour vendre des livres qu'elle a trouvés dans la pièce d'à côté. Elle revient avec une carte intéressante qu'elle a achetée après avoir vendu tous les livres. Le vendeur de la carte a marqué différents endroits avec une note basée sur la qualité et le goût de l'eau. Désespéré d'utiliser la moindre piste, il décide de s'arrêter à l'endroit ayant une note de 100% sur Yelp, car le paradis devrait sûrement avoir une satisfaction en eau de 100%. À ce moment-là, ils entendent des bruits de pas dans le bâtiment, ce qui leur fait craindre que le gang les ait retrouvés pour se venger. L'intrus se dirige droit vers leur appartement et frappe à leur porte. Ils restent silencieux, mais les coups continuent jusqu'à ce qu'un homme crie qu'il sait qu'ils sont là et qu'ils devraient le laisser entrer, car il était sur le bateau avec eux. Après l'avoir laissé entrer, l'homme leur demande de le protéger jusqu'à ce qu'il atteigne l'ordre immortel, un endroit où un médecin donne aux gens la vie éternelle. Kiruko soupçonne fortement que le médecin n'est autre que papa et lui demande toutes les informations qu'il connaît. Il explique qu'il n'y est jamais allé et qu'il n'a jamais vu le visage du médecin, mais il a entendu dire que le docteur peut fusionner de petites parties de dévoreurs d'hommes dans des corps humains pour les rendre puissants et immortels. Il sort avec enthousiasme un grand bocal de son sac pour se rendre compte que le morceau de monstre poisson qu'il y gardait est déjà passé de l'état de sushi à celui de kimchi. Kiruko lui propose de l'argent liquide pour essuyer ses larmes en échange de l'emplacement de l'ordre immortel. L'endroit s'avère être à une courte distance de la ville à l'eau sûre à 100%. Ils décident donc de vérifier l'histoire de l'eau d'abord, puis d'aller à l'adresse de l'immortel, qui se trouve être marquée sur leur carte comme le repère de gens super bizarres. La carte les mène à un autre terrain vague où ils sont abordés par une jeune femme qui leur propose avec empressement un hébergement. Ils refusent d'abord, mais Kiruko remarque sa tristesse et accepte de louer 2 chambres pour leurs affaires, le temps de trouver l'eau sûre à 100%. Quand on lui demande où trouver cette eau pure, la femme ne voit pas trop de quoi il parle, mais leur suggère d'aller voir une entrée souterraine plus loin où l'eau s'accumule souvent. Une fois sur place, l'eau ne semble pas du tout aussi propre que promis. Maru aperçoit un homme effondré au sous-sol et se précipite pour l'aider, mais ses blessures ont l'air profondes et atroces. L'homme est encore conscient et utilise ses dernières forces pour leur demander de sauver son ami du dévoreur d'hommes qui les a attaqués. Kiruko inspecte les lieux avec sa lampe et trouve le corps sans vie de l'ami dans l'eau. Juste après, elle remarque le dévoreur d'hommes ours tout près et il commence à les poursuivre. Il s'enfuit du sous-sol avec Kiruko en tête. Elle se retourne et tire 2 rayons sur un énorme pilier en béton, le faisant s'écrouler sur le monstre pour l'assommer.
Maru en profite pour essayer de le tuer avec son toucher, mais rien ne se passe. Il reste perplexe jusqu'à ce qu'il rouvre les yeux et les poursuive à nouveau, leur faisant réaliser que ce n'est pas un dévoreur d'hommes, mais un vrai ours brun, ce qui est sans doute plus effrayant. Ils réussissent à grimper sur un autre pilier pour se sauver, mais l'ours continue de les guetter d'en bas. Le temps passe et l'ours finit par disparaître de leur vue au coucher du soleil, mais ils craignent qu'il ne soit toujours dans les parages. Kiruko retire la batterie de son arme pour la réchauffer au cas où elle devrait tirer son dernier coup, mais elle lui glisse des mains et tombe tout en bas. Maru refuse catégoriquement d'aller la chercher, mais après qu'elle l'a soudoyé en lui proposant de toucher ses melons, il descend en mode parcours et récupère la batterie en 2 secondes. Cependant, l'ours surgit de derrière une voiture et Maru parvient de justesse à remonter sur le pilier grâce à sa vitesse fulgurante. Réalisant qu'il n'y a pas d'autre issue, Kiruko lui demande de redescendre pour le tuer avec son arme, car elle a trop peur de descendre après avoir réalisé à quelle hauteur il se trouve. Une fois qu'il l'aura tué, elle n'aura qu'à sauter et utiliser le corps de l'ours comme coussin pour amortir l'impact. Cependant, Maru souligne que même si elle lui donne l'arme, rien ne garantit qu'il touchera l'ours car sa visée n'est pas aussi parfaite que la sienne. Il affirme qu'il serait déjà mort au moins 5 fois sans elle, ce qui lui donne la reconnaissance qu'elle a toujours attendue de Robin. Elle accepte donc d'élaborer un nouveau plan. Conformément à leur plan, Maru saute d'abord, puis rattrape Kiruko qui saute après lui. Une fois qu'elle a atterri, il court aussi loin que possible pendant que l'ours fonce sur elle. Elle prie pour que la dernière balle parte avant de presser la détente et heureusement, elle touche l'ours en pleine tête et le tue instantanément. Maru s'approche prudemment du corps avec une pierre au cas où, ce qui pousse Kiruko à lui hurler dessus pour ne pas s'être enfui. Ce à quoi il rétorque qu'il est déçu qu'elle ait pu croire qu'il s'enfuirait en la laissant seule. Après cela, il ramène l'homme blessé du sous-sol avec eux pour le soigner et passe la nuit dans les chambres louées. Kiruko révèle qu'ils ont été piégés par les voyous de la ville précédente, supposant que le vendeur de cartes était complice et n'avait marqué cet endroit comme ayant de l'eau sûre à 100% que dans l'espoir qu'ils y aillent et soient victimes de l'ours. Excité par son intelligence, Maru la force à tenir sa promesse de le laisser toucher ses nénés. Mais le bruit alerte la proprio, qui le traîne dans sa chambre car il est interdit de faire du désordre. À l'école, Tokyo craint que Tarao ne lui ait refilé ses microbes car elle a vomi après ses funérailles. Cependant, l'infirmière robot lui assure qu'elle n'est pas malade et lui prescrit une sieste à l'infirmerie. Pendant son sommeil, elle fait un cauchemar où le fantôme d'Asura flotte sur elle et des plaies rouges couvrent ses jambes. Sortie de la clinique, le lendemain, elle va dans la chambre de Kona et ils regardent Netflix ensemble. C'est absolument tout ce qu'ils font. Revenons maintenant à nos 2 abrutis. Maru et Kiruko font une pancarte disant qu'ils chassent les dévoreurs d'hommes pour attirer l'ordre de l'immortalité. Comme un modèle OnlyFans vendant des photos de pieds, l'affiche attire des vieux la nuit qui leur disent de les suivre. Ils arrivent dans un repère louche, Kiruko demande à voir papa, mais ils comprennent vite que ce n'est pas l'ordre. Ils révèlent être un groupe humanitaire nommé Live Human, luttant contre l'ordre car ils se font passer pour un hôpital, mais font des expériences humaines, greffant des pièces de machines sur des gens pour finir par transférer des cerveaux dans des machines. La chef, Mizu, raconte son expérience à l'hôpital où elle est entrée par erreur dans un bloc et a vu un corps humain découpé en morceaux et maintenu en vie par des machines. Quand il l'a vu, il l'a supplié de le laisser mourir. Ils expliquent vouloir dénoncer les actes inhumains de l'ordre dirigés par le docteur Usami avant que leur méthode ne domine le monde entier. Kiruko demande si Usami est son papa, mais ils affirment qu'Usami est bien plus jeune que l'homme sur la photo. Elle leur dit avoir entendu que l'ordre greffe des morceaux de monstres sur des humains, ce qui est une nouveauté pour eux. Pourtant, c'est logique pour eux, car ils savent que l'ordre garde un dévoreur d'hommes dans leur sous-sol. Ils révèlent les avoir fait venir car ils ont vu leur affiche et veulent les payer pour tuer la créature. Kiruko accepte immédiatement leur proposition, mais Maru pense qu'elle n'est pas aussi réfléchie que d'habitude parce qu'elle est tellement concentrée sur la recherche de papa et sur le fait de rendre justice à sa sœur décédée. Le lendemain, Maru et Kiruko se préparent pendant que Mizu rassemble son groupe devant le bâtiment de l'ordre. La manifestation sert de diversion, permettant à Maru et Kiruko d'infiltrer le sous-sol par l'arrière, gardé par un membre de Live Human. Arrivés au sous-sol, ils trouvent un parking bien éclairé, mais aucune trace du dévoreur d'hommes. Maru dit qu'il a un mauvais pressentiment depuis un moment. Il a l'impression d'un piège, comme pour l'incident de l'ours. Il se demande pourquoi l'homme aux morceaux de monstre a eu tant de mal à les trouver si l'ordre a son propre monstre. Il soupçonne qu'ils sont piégés pour servir de cobayes, comme le corps découpé dont la femme a parlé.
Kiruko se crispe, pensant qu'ils sont piégés avec du gaz toxique, mais remarque un objet étrange sur le capot d'une voiture. À sa forme vaguement animale, il devine que c'est un dévoreur d'hommes dormants. Et bien sûr, après que Maru l'a touché, il détecte son cœur et l'écrase. Ils se détendent en réalisant que ses soupçons étaient faux, mais découvrent vite un autre dévoreur. Ils fouillent tout le parking pour tuer les monstres un par un et tombent sur un dévoreur géant et répugnant. Ils supposent que les petits viennent du géant, mais Maru ne comprend pas pourquoi ils sont figés. Kiruko explique que mourant, les dévoreurs font le mort pour économiser leur énergie, donc ils n'ont pas mangé ici. Leur présence est détectée par les dévoreurs dormants, et l'un des petits sort de son état comateux. Kiruko lui tire dessus, mais elle le rate et finit par le perdre de vue. Il surgit du sol juste devant ses pieds, et elle échappe de justesse à son emprise. Plusieurs sortent des murs d'un coup et les plaquent, ce qui fait que Maru est vite submergée. Kiruko essaie de se débattre et de tirer, mais ses rayons n'ont aucun effet sur eux. L'un d'eux rampe sur elle et utilise sa mâchoire métallique pour lui mordre le bras droit. Elle commence à se vider de son sang et finit par perdre connaissance. Quand elle rouvre les yeux, elle voit Maru en train de lui faire du bouche à bouche. Il tente de la calmer en lui assurant qu'il n'y a absolument rien ici. Elle essaie de se reprendre et se demande si elle a tout halluciné. Maru explique qu'elle a tiré partout et s'est débattue après avoir vu le dévoreur géant. Après l'avoir fait se reposer, il s'en va tous les tuer. Une fois fini, un homme borgne les approche et leur demande de tuer un autre sujet pour lui. Avant d'accepter, il lui demande qui il est et il révèle qu'il est le docteur Usami. Ils le suivent pour trouver un petit hôpital pour blessés appareillés qui semble respecter le docteur Usami. Avant de les faire entrer dans une pièce, il leur demande d'essayer de tuer la personne à l'intérieur comme Maru a tué les dévoreurs d'hommes. Une fois dedans, il tire les rideaux pour révéler un corps démembré maintenu en vie par des machines, exactement comme Mizu l'avait décrit. Kiruko demande pourquoi il n'a pas simplement débranché cette personne s'il voulait qu'elle meure. Le docteur répond que s'il le faisait, elle se transformerait en l'un de ces monstres qu'ils ont croisés au sous-sol. Il affirme que les dévoreurs d'hommes sont d'anciens humains devenus des monstres après avoir été infectés par une maladie mortelle. Il a essayé de prolonger la vie des humains infectés avant qu'ils ne deviennent des monstres en coupant les parties atteintes. Cependant, les patients rechutent toujours, entraînant une série d'amputations et de remplacements par des machines jusqu'aux limites du corps. Il demande à Maru d'essayer de tuer cette patiente nommée Oshio avec son toucher spécial pour qu'elle puisse mourir en tant qu'humaine. Maru la touche et sent immédiatement son noyau, confirmant qu'il peut accomplir la tâche. Cependant, avant d'accepter, il demande ce que Oshio désire. Elle utilise une tablette pour communiquer avec eux, disant qu'elle veut voir le ciel une dernière fois. Le doc dit que c'est impossible, car elle doit rester branchée en permanence, mais Kiruko insiste pour l'emmener au soleil juste devant sa chambre. Lentement, il la transporte avec toutes les machines qui la maintiennent en vie à l'extérieur pour exaucer son dernier vœu. Pendant ce temps, les manifestants de Liviman s'énervent, et quelqu'un dans la foule jette une pierre sur un membre de l'ordre. Il riposte en jetant une pierre qui frôle la tête de Mizu, la faisant tomber et perdre connaissance, après quoi le groupe bat immédiatement en retraite. Les chefs des manifestants ramènent Mizu à la base et le nouveau leader par intérim en profite pour prétendre qu'elle est morte et qu'ils doivent la venger en détruisant l'ordre. Arrivé au bâtiment, le garde secrètement membre de Liviman va les rejoindre, mais le chef et ses alliés le tuent pour marquer les esprits des manifestants. La violence se propage vite dans l'hôpital, où les patients assez forts restent pour défendre les lieux pendant que les autres évacuent. On entend les cris jusqu'à l'endroit isolé où la pauvre patiente contemple le ciel bleu et calme. Le docteur Usami la regarde avec tristesse et après un regard complice, il demande à Maru d'en finir. Maru la touche doucement et regarde dans son âme, où il trouve son minuscule noyau et le serre fort jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Usami se demande s'il n'aurait pas dû la laisser devenir un monstre plutôt que de la faire souffrir, mais Kiruko lui montre le dernier message de Oshio, le remerciant de lui avoir rendu la vue. Enfin, elle lui avoue son amour, ce qui fait fondre Usami en larmes. Il porte son corps vers les autres qui se sont rassemblés devant l'hôpital après les émeutes. Kiruko leur montre les deux photographies pour demander si quelqu'un les reconnaît. Personne n'a vu papa, mais ils identifient Robin comme étant le docteur Pepper, qui faisait partie de l'hôpital il y a 2 ans et qui était un chirurgien gentil et enthousiaste ayant appris les techniques du docteur Usami. Un jour, il est parti sans dire un mot à personne. Kiruko est submergée d'émotion en apprenant qu'il est toujours en vie, mais elle doit se contenir pendant qu'Usami montre aux patients un endroit où ils pourront s'installer et leur demande de commencer sans lui, car il doit d'abord enterrer Oshio.
Maru et Kuruko restent pour le protéger mais regrettent que tout le monde doive quitter l'hôpital. Mais le docteur précise que la plupart des installations n'étaient nécessaires que pour elle. Maru dit que beaucoup de gens veulent encore être soignés par lui, mais Usami révèle qu'il n'a jamais voulu être un sauveur. À l'origine, il se consacrait uniquement à prendre soin de Hoshio, sa partenaire. Mais un jour, un inconnu s'est imposé à eux et a supplié d'être soigné aussi, et peu à peu, les gens ont afflué. Il ne fabriquait des prothèses que parce que ça rendait Hoshio heureuse, et maintenant qu'elle n'est plus là, il n'a plus envie. Pendant que Maru et Kuruko attendent qu'il finisse de l'enterrer sur le toit, ils espèrent obtenir des infos sur Robin via Usami. Soudain, un coup de feu retentit au-dessus d'eux, et sur le toit, ils trouvent Usami mort aux côtés de Hoshio. Kuruko crie sa frustration et Maru tombe à genoux en hurlant que ses mains ne sèment que la mort, contrairement à Usami et Robin. Kuruko lui prend les mains et lui dit qu'il sauve plus de vies qu'il ne l'imagine en tuant les dévoreurs d'hommes. Une fois calmé, il découvre qu'Usami tient un bouton avec le même logo d'oiseau que sur le pistolet de Kuruko. À l'école, Kona regarde Tokyo dormir sur ses genoux et se remémore l'époque où Asura était encore en vie. À l'époque, lui et Asura étaient très proches et faisaient tout ensemble malgré son apparence ingrate. Elle avait des pouvoirs comme la lévitation et la guérison, et elle a aidé Kona à maîtriser le sien, voire hors de son corps. Il utilisait ce don pour faire de magnifiques dessins de créatures étranges. Un jour, Asura est venue lui dire qu'elle avait compris pourquoi elle était née et qu'elle devait donc lui faire ses adieux. Elle a disparu sans plus d'explication, mais il a senti que quelque chose clochait et a couru voir son cadavre. Après sa mort, il était dévasté et Tokyo a été la seule à rester à ses côtés et à l'encourager à continuer de dessiner. En repensant à tout ça, il est soudain pris d'effroi en réalisant que le meurtrier d'Asura s'en prendrait ensuite à Tokyo. Le lendemain, Tokyo est de nouveau appelée à l'infirmerie pour un contrôle de santé de suivi, et même si l'infirmière la rassure en lui disant qu'elle n'a rien à craindre, on la met dans un fauteuil roulant et on commence à la traiter comme une enfant de l'association Make-A-Wish. Les autres élèves de la classe sont informés qu'ils ne verront pas Tokyo pendant un certain temps. En enfer, Kuruko et Maru déduisent que le paradis recherché est l'endroit d'où lui, Usami et le logo d'oiseau sont originaires. Évidemment, ils n'ont aucune idée d'où cela se trouve, alors ils errent sans but précis. Il lui montre que sa dent cassée a repoussé, alors que c'était pourtant une dent définitive. Ils n'ont pas le temps d'y réfléchir, car un séisme frappe la zone, provoquant l'effondrement d'un immeuble voisin. Ils vont voir les dégâts et sont surpris par Juichi, un hippie local un peu fou qui se montre soumis, les prenant pour des voyous. Ça les vexe car il a plutôt l'air d'un trafiquant d'organes que d'une victime. Kuruko lui montre les photos et le logo et lui demande s'il sait quelque chose sur eux ou sur le paradis. Il laisse entendre qu'il connaît le logo, mais en tant qu'informateur, il n'en dira plus que contre le pistolet de Kuruko. Lorsqu'ils refusent, il change vite d'avis et leur propose de lui accorder un peu de leur temps et de leur argent. Avant de leur dire quoi que ce soit, il déplace sa voiture de 60 cm et fait comme si de rien n'était. D'abord, il les appâte en leur expliquant les 3 théories qui tentent d'élucider la cause de la grande catastrophe. La première est qu'un astéroïde a frappé la Terre, impactant le monde entier comme celui qui a tué les dinosaures. La deuxième, selon History TV, est que les dévoreurs d'hommes sont des extraterrestres ayant envahi la Terre. Et enfin, la théorie de la guerre, selon laquelle un attentat au Japon a déclenché un conflit et l'usage d'une arme inconnue. Après ça, il menace de partir tant qu'ils ne lui donnent pas plus d'argent. Ensuite, il leur raconte une histoire d'horreur tirée de sa propre vie. Quand il n'avait que 12 ans, il est tombé sur une ville dirigée par des dominatrices et barricadée par des murs. Si des hommes entraient accidentellement, ils étaient tués, sauf dans de rares cas où leur visage plaisait suffisamment pour qu'on les garde comme animaux de compagnie, qu'on utiliserait pour faire toutes les corvées et avoir des enfants. Finalement, un couple de femmes l'a choisi pour être le père de leur enfant, mais c'était malheureusement un garçon. Comme les bébés mâles étaient tués, il a fui avec les 2 mères, mais ils ont été pris et lui seul a pu s'échapper. Puis, il leur montre un tatouage du chiffre 11 sur son bras, affirmant que c'est la preuve que son récit est vrai. Cependant, Kuruko sent l'arnaque et frotte le 11 sur son bras pour découvrir que c'est un faux tatouage. Elle pointe son arme sur lui et menace de tirer s'il ne part pas immédiatement. Après sa fuite, elle explique à Maru qu'il était trop bizarre et qu'il avait déplacé sa voiture pour cacher quelque chose. En effet, le mur caché par la voiture porte une plaque pour l'appartement 2F nommé Académie Takahara avec le logo d'oiseau. En entrant dans l'appartement 2F, ils le trouvent en ruine, mais rempli de cartons portant le même logo. Maru commence à perdre l'espoir que ce logo ait un lien quelconque avec ses origines. Mais Kuruko trouve une lettre de l'Académie Takahara la décrivant comme un sanctuaire pour orphelins, les protégeant de l'enfer extérieur.
L'usage du mot « enfer » la convainc que l'académie est une piste sérieuse et qu'il doit voir les 2 sites du dépliant. Les sites sont loin, mais heureusement, Juichi revient avec sa voiture et les supplie à genoux de lui pardonner. Il montre un autre tatouage du chiffron sur son épaule et dit que son histoire était vraie et qu'il compte bien découvrir ce qui est arrivé à son enfant, c'est pourquoi il avait d'abord demandé le pistolet de Kuruko. Après que Maru a confirmé que le tatouage est authentique, ils acceptent de l'accompagner en voiture jusqu'à la ville fortifiée, car elle se trouve tout près de l'installation d'Ibaraki indiquée sur la brochure. Une fois qu'ils arrivent au bout de leur long road trip, Juichi donne à Maru une perruque pour qu'il ressemble à une fille, à moins qu'il ne préfère être un animal de compagnie dominatrice, ce qui rend Kuruko jalouse car elle n'est plus le plus beau des travestis. Ils marchent vers la prétendue ville murée mais trouvent une grande entrée sans aucune surveillance. En entrant dans le bâtiment principal, ils découvrent qu'il est abandonné depuis longtemps, mais qu'il a été laissé comme si tout le monde avait disparu du jour au lendemain, avec tout dans l'école resté en parfait état. Kuruko trouve le journal de quelqu'un avec des entrées quotidiennes qui s'arrêtent net à une certaine date, mais elle est distraite par un froid soudain. Elle voit une grosse orbe d'eau flotter vers Maru qui lui tourne le dos. Elle le pousse juste à temps, mais la température continue de chuter jusqu'à ce que l'eau au sol gèle et que la glace se répande partout. Elle est figée en position accroupie alors que la glace la recouvre et elle supplie Maru de trouver le dévoreur car ses yeux gèlent. Maru est aussi presque totalement gelée, mais aperçoit un dévoreur en forme d'araignée au dernier moment et lui crie qu'il est au plafond. Kuruko et Maru utilisent leur dernière force pour pointer son arme vers le plafond et tirer un rayon dessus. En un instant, la glace disparaît et on se croirait à nouveau en été. Pourtant, ils entendent l'araignée bouger à l'étage au-dessus, alors ils s'enfuient. Mais Kuruko s'arrête net car elle vient de réaliser quelque chose. Elle se remplit la bouche d'eau et court vers l'araignée, essayant de provoquer une attaque de sa part. L'araignée apparaît à l'une des fenêtres et lance une autre bulle d'eau sur elle. Alors que la boule d'eau commence à geler, Kuruko recrache l'eau qu'elle a en bouche, ce qui brise la bulle et la fait geler avant qu'elle ne l'atteigne. Cela confirme ses soupçons. Ce dévoreur a une portée limitée pour que ses attaques soient efficaces. Elle court donc sans peur vers lui pour réduire la distance et tire un rayon. Le corps du dévoreur se sépare en deux et une moitié s'échappe. Maru descend pour achever le dévoreur mais ne trouve pas son noyau dans la tête tombée au sol, ce qui signifie qu'il est sûrement encore en vie avec son autre moitié. Voyant que la ville est déserte depuis longtemps, ils décident qu'ils n'ont d'autre choix que de continuer. Ils disent à Juichi avec difficulté qu'ils n'ont trouvé aucun indice sur son fils, mais que le dévoreur n'a dû faire son nid dans l'école que bien après son abandon. Juste au moment où Juichi semble perdre espoir, 2 hommes l'approchent et le saluent comme Sanglier 11. Il lève les yeux et les reconnaît comme ses camarades sangliers, les numéros 6 et 9 de l'époque de l'académie. Ils lui disent que son fils est vivant et qu'ils vivent tous ailleurs maintenant. Pendant qu'ils les y emmènent, ils expliquent qu'un mois après sa fuite et l'exécution des mères, son fils s'est mis à pleurer. Tous les hommes ont essayé de le faire taire de peur que les femmes ne s'énervent et ne le tuent, mais c'est à ce moment que le dévoreur a envahi l'école. Comme ils étaient réveillés, ils ont pu s'échapper par le trou fait par le dévoreur pour entrer dans la ville fortifiée, mais les autres n'ont pas survécu. Juichi a des retrouvailles émouvantes avec son fils, Jugo, qui est à peine assez grand pour tenir debout tout seul. Maru et Kuruko sont accueillis dans la brosphère et ils font tous un barbecue convivial pour fêter ça. Une fois les lumières éteintes, ils dorment tous sur des futons séparés et tout semble bien se passer jusqu'à ce que la pièce devienne soudain glaciale. Kuruko se lève immédiatement après avoir reconnu la sensation familière de l'école et crie à tout le monde d'évacuer car le dévoreur attaque. Tout le monde sauf le chef, Juichi et Jugo sortent, mais heureusement le chef apparaît portant l'enfant et traînant Juichi qui est inconscient. Kuruko prend le bébé et s'enfuit aussi vite qu'elle peut après avoir dit aux autres d'en faire autant, sauf qu'elle ne semble pas pouvoir échapper au froid. Elle continue de courir tant qu'elle peut en essayant de comprendre pourquoi le froid la poursuit, mais finit par s'effondrer car même ses organes internes ont atteint des températures mortellement basses. Maru court après elle, lui arrache Jugo des mains et le dépose un peu plus loin d'elle. La glace commence immédiatement à fondre et elle commence à se sentir mieux. Elle se relève vite pour tenter de sauver le bébé du froid, mais Maru essaie de l'arrêter, ce qui la déroute. Elle n'arrive pas à croire qu'il va laisser l'enfant mourir, mais il affirme que Jugo est le dévoreur d'hommes, expliquant qu'il sent sa présence en lui. Il se retourne pour voir Jugo sortir du dôme de glace qui s'est formé autour de lui et se mettre à pleurer, ce qui fait disparaître le froid. Soulagé, il ramène Jugo à la brosphère et explique toute la situation. Le lendemain, Juichi les informe qu'il va rester avec son fils et les bros et il leur donne sa voiture. Ils font des adieux charmants en espérant partir vers le soleil couchant, mais le moteur de la voiture gâche tout en tombant en panne.
Plus tard ce soir-là, Juichi tue Sanglier numéro 9 de sang-froid, car c'est lui qui avait alerté les dominatrices quand lui et les mères de Jugo tentèrent de s'échapper, menant à l'exécution des mères. Il prend la voiture des bros et s'échappe à nouveau, mais cette fois avec Jugo. De retour à l'école, Tokyo a été maintenue à l'isolement après qu'on a découvert qu'elle était enceinte. Elle envoie des messages à Kona disant que personne ne lui explique ce qui lui arrive, mais qu'elle sera libérée une fois que la chose qui grandit en elle sera retirée. Au même moment, de nouveaux enfants de 5e année assez glauques sont présentés aux élèves et à l'école. Avec le temps, ils s'habituent aux nouveaux venus et tout le monde semble bien s'entendre. Tokyo donne naissance à son enfant avec succès, ce qui est un immense soulagement pour la directrice, qui révèle au chercheur principal Sawatari son espoir d'utiliser l'enfant de Tokyo pour mettre en œuvre son grand projet de création d'un paradis pur, car cet enfant spécial pourrait ne pas tomber malade de la maladie qui finit par affecter tous les enfants de l'école, produit par l'être artificiel mystérieux appelé Meena. Sawatari rappelle à la vieille peau que pour réussir une greffe de cerveau, le receveur doit avoir au moins 13 ans, ce qui représente une attente bien plus longue que le temps qu'il lui reste à vivre. Elle balaie cela d'un revers de main, expliquant qu'elle a l'intention de faire d'abord transplanter son cerveau chez la directrice adjointe fraîchement promue, Aoshima. Et une fois que l'enfant de Tokyo sera assez vieux, elle se fera transplanter son cerveau en lui. Sawatari est horrifiée par ce plan et demande si elle a obtenu le consentement d'Aoshima, mais elle répond que le consentement est un mythe pour une dominatrice. Après ça, il se tait car il sait qu'il ne peut rien faire d'autre. Pendant ce temps, Mimi-hime remarque une fille assise toute seule alors que tous les autres jouent. La fille se présente comme Oma et explique qu'elle est seule parce que les autres sont agacés par elle, ce qui fait que Mimi-hime a de la peine pour elle. Elle se lie d'amitié avec Oma et lui retire ses lunettes, révélant les yeux de type Gojo Satoru cachés derrière. En les fixant, Mimi-hime a une hallucination terrifiante où elle est brutalement tuée par des machines pensantes. Elle se réveille et se retrouve à l'infirmerie avec Kona allongée sur le lit d'à côté. Elle lui décrit l'incident, expliquant que le fait de regarder Oma dans les yeux a rendu réelle sa peur irrationnelle des objets pointus comme les aiguilles. Elle se confie aussi sur sa capacité à voir l'avenir, mais elle ne sait jamais quand ces événements se produiront. Comme elle l'explique, elle a la vision d'un monstre cauchemardesque s'approchant d'elle. Effrayée, elle décide de retourner dans sa chambre, mais en sortant de la clinique, elle voit Oma l'attendre avec son mouchoir. Oma se met à pleurer et s'excuse pour ce qui s'est passé, ce qui pousse Mimi-hime à retirer ses lunettes. Oma réclame ses lunettes, mais Mimi-hime commence déjà à avoir la même hallucination, sauf que cette fois, elle surmonte sa peur et brise l'illusion. Après cela, elle réconforte Oma en disant qu'elle se fiche de ce qui dérange les autres, ce qui fait d'elle des meilleurs amis. Le lendemain, tous les élèves reçoivent l'ordre de se rendre à la piscine. Là, ils retrouvent Tokyo qu'ils n'avaient pas vu depuis des mois. Après un moment, un robot les informe qu'ils devront bientôt passer un long test dans le but d'atteindre l'extérieur de l'extérieur et de remplir leur rôle de Iruko. Cela semble rendre certains élèves nerveux, car le nom Iruko semble éveiller en eux un sentiment nouveau mais familier. De retour en enfer, Maru et Kiruko sont en route pour le centre d'Ibaraki quand ils tombent sur un marché animé rempli de tout ce qu'on peut imaginer. Maru cherche avec enthousiasme la meilleure nourriture, mais remarque que l'attention de Kiruko est ailleurs. Il s'apprête à corriger le gars qu'elle regarde, mais réalise qu'elle observe un stand vendant de la nourriture de sa ville natale. Elle reprend ses esprits en une seconde et commande 2 portions de ragoût pour eux. Mais l'homme refuse l'argent liquide, car il est illégal d'utiliser la monnaie de l'ancien monde en ville. Il les informe qu'ils peuvent s'enregistrer comme visiteurs au ministère de la Reconstruction et obtenir 5 jetons chacun gratuitement. Maru n'a jamais entendu parler du ministère de la Reconstruction, alors Kiruko, qui sait tout, explique qu'à l'époque où elle vivait en tant qu'Haruki, Robin lui avait parlé de théories du complot, selon lesquelles toutes les disparitions mystérieuses dans leur ville étaient en fait des enlèvements par un prétendu ministère de la Reconstruction, qui recrutait des personnes qualifiées pour reconstruire la civilisation humaine. Cela prouve que le ministère est réel et qu'ils réussissent déjà plutôt bien leur mission. Ils se rendent au bâtiment du ministère où on leur fait remplir des centaines de formulaires stupides et prendre leurs photos, après quoi ils reçoivent 10 pièces au total. Comme ils ont les dossiers de tout le monde en ville, Kiruko montre les 2 photos à l'homme au bureau et lui demande s'il les reconnaît. L'homme désigne Robin et lui demande son nom, et après qu'elle lui a donné la bonne réponse et dit qu'elle est de sa famille, il confirme qu'il est bien ici. Le réceptionniste passe un appel et lui dit qu'elle peut le rencontrer à la grande station de filtrage dans 2 heures. Immédiatement, son cœur s'emballe tandis que Maru s'éloigne et lui tourne le dos. En marchant vers leur logement, elle bavarde joyeusement sur la forte personnalité de Robin pendant qu'il l'ignore royalement. Finalement, il lui dit de se taire et qu'il a compris qu'elle veut voir son plan cul toute seule, alors elle n'a qu'à y aller.
Elle l'assure qu'elle reviendra vite avec du lait et court à l'usine où elle voit Robin et crie son nom. Quand leurs regards se croisent, ils se mettent tous les deux à pleurer. Dans le monde extérieur, Kiruko explique tout à Robin, y compris qu'elle est un piège, ce que Robin a du mal à croire, mais finit par accepter en remarquant que ses manières sont celles d'Haruki. Il explique avoir quitté leur ville pour chercher papa après sa disparition, finissant à l'hôpital du docteur Usami où il a aidé les gens jusqu'à trouver ce lieu il y a 2 ans. Il lui fait visiter l'usine, expliquant qu'elle filtre l'eau de la rivière voisine, mais sert aussi à la recherche végétale pour faire revivre l'agriculture, car le savoir en génie génétique a été perdu. Après avoir réussi des cultures sur des champs fertilisés, beaucoup de gens s'y sont installés, dont le ministère de la Reconstruction, en faisant une ville autonome avec l'électricité. Pendant ce temps, Maru boude seule dans l'appartement et mange par stress en imaginant ce que Kuruko et Robin pourraient bien fabriquer. Au paradis, c'est le chaos total, à commencer par l'arrêt du système Mina et des serveurs. Soudain, le plafond de l'école s'effondre et des explosions retentissent, détruisant les bâtiments. La directrice est la première à fuir, révélant qu'elle simulait son handicap depuis le début par simple paresse. Les élèves fuient pour leur vie avec Mimihime en tête, qui ordonne à tout le monde de s'abriter dans la piscine. Elle remarque un trou dans les murs qu'elle veut examiner et ses amis proposent de l'accompagner. Kona choisit de rester pour s'assurer que les plus jeunes sont en sécurité, après quoi il cherchera Tokyo. Mimihime et ses amis rampent par le trou et découvrent un vaste monde hors de l'école, au plafond si infini que Mimihime s'effondre en le voyant. Après avoir repris leurs esprits, ils réalisent que c'est peut-être le test pour atteindre l'extérieur de l'extérieur, comme Haruko, et décident d'explorer via une brèche dans la clôture. Une fois dans la forêt dense, ils sont effrayés par de gros insectes volants et des oiseaux. Mimihime pense que tous devraient voir ça et décide de rentrer avec Shiro pour chercher tout le monde, dont Tokyo, mais Taka et son acolyte continuent seuls. Mimihime et Shiro marchent vers ce qui devrait être l'école, mais ne trouvent plus la clôture. Ils arrivent dans une zone escarpée inconnue où elle entend de l'eau couler et la suivent pour trouver une rivière en bas de la falaise. Shiro devine que la rivière s'éloigne de l'école et suggère de la remonter, mais soudain, le sol se dérobe sous Mimihime et elle chute. Shiro saute après elle sans hésiter et l'attrape en plein vol pour amortir la chute, mais se blesse gravement ce faisant. Elle lui crie dessus pour son imprudence, mais il lui avoue son amour et promet de toujours la sauver quoi qu'il arrive. En l'entendant, elle pleure et arrache un bouton de son uniforme orné du logo de l'oiseau pour le lui donner. Ce n'est pas l'oiseau qu'il voulait vraiment, mais ça ira pour l'instant. Pendant ce temps, à l'intérieur, Ayashima annonce à Sawatari qu'elle va lancer le projet Noah pour protéger les enfants. Elle demande à Sawatari de donner son enfant à Tokyo, mais il ne peut distinguer les 2 bébés identiques et tire au sort pour choisir le sien. Lui et une infirmière vont voir Tokyo pour lui expliquer qu'elle était enceinte et que le bébé est d'elle et de Kona. Elle prend le bébé, le trouve mignon et demande s'ils peuvent aussi le dire à Kona. Soudain, la directrice entre couverte de sang et affirme de manière maniaque qu'elle va gagner. Elle s'avance vers Tokyo comme une folle échappée de l'asile et de sa camisole et lui demande de lui donner le bébé. Quand Sawatari s'interpose, elle ordonne à Mina de s'emparer du bébé pour elle. Mina se change en Terminator et sort ses griffes pour arracher le bébé, faisant défiler la vie de Tokyo devant ses yeux. Elle ressent alors un pouvoir caché et libère une force qui fait pousser des veines partout sur elle et sur le bébé. La directrice tente de la toucher, mais les veines l'envahissent aussi et une lumière aveuglante jaillit de Tokyo. En enfer, Maru passe 2 nuits misérables seul, à se demander quand il reverra enfin Kuruko. Ne la voyant pas revenir le 3e jour, il se résigne à tenir la chandelle entre elle et Robin pour s'assurer qu'elle va bien. La sécurité de l'usine l'empêche d'entrer, mais il arrête d'être gentil et jette les 2 gros dans la rivière en contrebas. Il fonce ensuite sur le suivant après l'avoir jaugé, lui botte le bras pour lui faire lâcher sa machette et le faire tomber. Il se prend quelques coups au visage par le gars d'après, mais il l'assomme d'un seul coup de poing. Enfin, il fouille l'usine et trouve Kuruko ligotée sur un lit. Il croit d'abord à un délire sexuel bizarre, mais comprend qu'elle est en danger en voyant ses larmes. À ce moment, il voit Robin arriver avec un plateau de café et lui lance un regard noir absolument glacial. Robin se dégonfle aussitôt et prend la fuite en hurlant à l'aide. Mais comme tous ces hommes sont KO, il se retrouve à la merci d'un Maru de sang-froid. Il tente désespérément d'ouvrir une porte, mais fait tomber les clés et finit acculé comme un rat. Voyant Maru seul, il pense s'être inquiété pour rien et tente de partir, mais Maru l'attrape et le repousse contre le mur chaque fois qu'il essaie de passer, sans même regarder sa sale gueule. Ça l'énerve et il essaie de le frapper, mais Maru l'assomme avant même qu'il ne puisse l'atteindre.
Ensuite, Maru le relève et continue de le frapper jusqu'à ce que Kuroko le supplie de ne pas le tuer. Ils quittent l'usine ensemble et Kuroko s'effondre en pleurs au bord de la rivière car tout ce en quoi elle croyait n'était qu'un mensonge. Son séjour avec Robin a vite dégénéré. C'était un pervers glauque qui l'a agressée, provoquant chez elle une crise identitaire profonde. Elle ne sait plus si elle est toujours Haruki ou si les pensées de Kuroko, restées dans ce corps, ont envahi son esprit. Maru prend une grande inspiration, prêt à se faire rejeter pour la 10e fois, mais il lui assure qu'il se fiche de Haruki ou Kuroko, il sait juste qu'il aime la personne en face de lui. Il affirme aimer celle qui a été là pour lui, qui l'a sauvée et tout appris, et il promet de toujours la protéger. Ces mots font craquer Kuroko, qui l'enlace en lui rappelant que le protéger est son rôle de garde du corps. Une fois calmée, il s'assoit au bord de l'eau et elle déchire la photo de Robin pour la jeter au vent. Maru se jure intérieurement que la prochaine fois qu'il verra Robin, il le tuera. Plus tard, le ministère de la Reconstruction envoie des enquêteurs à l'usine qui découvrent que l'endroit a été abandonné. Après avoir trouvé du sang sur un mur, ils soupçonnent un crime et ouvrent une porte avec les clés trouvées au sol. En éclairant avec leur lampe, ils tombent sur la vision terrifiante d'une femme fusionnée avec un monstre. Ils tentent d'examiner de plus près la dépouille humaine, mais tout le monde fait le malin jusqu'à ce que le monstre commence à s'agiter. Pendant ce temps, Kiruko et Maru filent vers le soleil couchant pour poursuivre leur quête du paradis.